Donc, on est toujours en direct pour le live avec le Héron Bleu édition. Donc là, a priori, euh, le son a l'air plutôt OK. Donc, allez. Alors, le Héron Bleu, est-ce que tu as accepté? J'ai envoyé une invitation. Est-ce que ça va marcher? Bonjour à tous. Encore merci d'être là. C'est vrai qu'on est. Anne-Sophie, est-ce que tu as reçu l'invitation pour participer? Bonjour Brigitte, est-ce que le son est OK cette fois-ci? On a toujours des petits problèmes techniques. Demande de participation. Non, j'ai accepté. Est-ce que ça... Ah mais attends, alors là, il faut... Ah, Je fais la caméra, alors est-ce que c'est mieux là? alors, oui. Est-ce que du coup, tu as le son sur ton ordinateur? Alors, moi j'ai le son sur mon téléphone, je ne te vois toujours pas, mais pour moi le son est ok, donc je ne sais pas pour les auditeurs. Bon, si le son est bon pour tout le monde. Ah, j'espère. On va tenter de démarrer. Est-ce que c'est OK pour le son? Vivintino? Un petit retour, Il y a un petit retour. s'il vous plaît. Et je ne sais pas. Alors, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, donc, j'accueille Anne-Sophie. Je vais essayer de reculer. Pour le doux murmure des Carpates. Le son est mauvais, Brigitte? Ouais, là a priori, ouais, moi j'ai un retour aussi ici. Mais des deux côtés? Ah ouais. Alors, je vais parler doucement. Je suis vraiment navrée pour ce son qui est très particulier. Alors, Je demande à Thomas, qu'est-ce qu'il pense du son? Je vais le baisser un petit peu, non? alors Anne-Sophie, peut-être Oui. essaye d'éteindre ton micro pour voir quand je parle. J'éteins mon micro. Normalement, est-ce que là tu m'entends? Voilà, ben là, du coup, il n'y a pas d'écho. Parce qu'il y a de l'écho. Mais un peu moins. Ok. Et là, ça fait quoi? Son pas très bon, les filles. Et là, ça va mieux, non? Est-ce que là, ça serait mieux? Ouais, Est-ce que c'est là, mieux? là c'est mieux. Pour moi, j'ai le son est nickel, il n'y a pas d'écho là. Est-ce que on peut avoir un retour là, non? Est-ce que Nathalie, pour oui. Nathalie, les filles, c'est un peu mieux? Un peu mieux? Mais vous nous Ouais. entendez vraiment? Parce que Vous nous entendez bien? Là, c'est bon. Alors, ok, c'est mieux. Bon, ben super, on y arrive. non, on va tenter, oui. Bon. Donc, alors, on reprend depuis le début. Bon, Merci merci Thomas. Anne-Sophie d'avoir accepté ce live d'auteur avec le Héron Bleu édition. Donc, avec cette jolie couverture dont on parlera tout à l'heure. Voilà. L'illustratrice est là. L'illustratrice est là, tout à fait, Fabienne. Fabienne que j'embrasse bien fort. Le doux murmure des Carpates. Alors, Anne-Sophie, tu es alors auteur, tu préfères autrice, Peu importe, ça peu m'indiffère. importe, et Ouais. éditrice. Donc, tu es Éditrice. originaire de Sorel. Oui. Voilà. Tu as fait des études en sciences politiques et en droit. Oui. À Bordeaux. J'ai passé 15 ans à Bordeaux. Voilà. À Bordeaux. Et puis, tu as décidé de venir vivre dans le sud de la France et ton choix s'est porté sur Montpellier. Ben, parce que c'était une ville qui te plaisait pour son côté cosmopolite. Mon choix, c'était la mer Méditerranée, parce que je voulais vivre près de la mer Méditerranée. Et après, bon, ben, il fallait une grande ville pour trouver du travail, voilà. Donc ça s'est porté sur Montpellier.
Mais le c'est choix, c'est parfait. vraiment suite à la mer Méditerranée. Et j'habite d'ailleurs un village avec un accès direct à cette mer que j'aime tant. Ok. Est-ce que ça, le son est ok toujours? Bon. Donc, en 2000, tu arrives à Montpellier. Oui, c'est ça. Tu intègres le service des affaires commerciales de la ville de Montpellier. Je vais baisser le son encore pour voir si ça. Il y a du Larsen. Donc, tu intègres le service des affaires économiques de la ville de Montpellier. Puis aujourd'hui, tu es chef de service ressources humaines financières et partenariat pour le propriété de l'espace public. Mais quand même, depuis toujours, il y a une passion pour la lecture et l'écriture qui est là. Tout à fait. J'ai un peu du mal. Moi, je suis une grande lectrice. Hein. On va dire l'apprentissage de lecture, ça a été vraiment une révélation pour moi. Donc, j'ai lu depuis que j'étais au CP, en gros, tout le temps. Et je ne peux pas envisager de ne pas lire, on va dire. Et l'écriture, c'est venu plus tard. J'ai commencé à écrire en 2006 et c'est vraiment l'aménagement à Montpellier, enfin ici, qui a vraiment déclenché le fait d'écrire le roman et d'aller vraiment jusqu'au bout de la démarche. Et en fait, tu as toujours été grande lectrice, mais l'écriture est arrivée après. Oui, l'écriture est arrivée après. J'écrivais, après on sentait, il y a toujours eu des prémices, on va dire dans les cours de français, sur le fait d'écrire, etc. Mais j'ai jamais poussé, je n'écrivais pas à côté, quoi. Alors, je m'excuse pour le son, qui est vraiment terrible chez moi. Ouais, je pense que c'est chez toi, parce que nous. Ouais, je sais pas. Est-ce que si je me déplace, là, ça a l'air mieux. Oui, là pour moi c'est mieux. Donc, je vais bouger, tant pis, je vais la faire en mode mouvement et ça devrait. Comme je ne te vois pas, je ne sais même pas Ah comment tu oui. es. Donc tu as commencé donc effectivement par la lecture. Après, tu as commencé à écrire de la poésie et puis finalement, petit à petit, tu en es venu à des bribes de romans, de nouvelles. À Bordeaux, j'ai quand même commencé à écrire un roman. Bon, je suis pas allée jusqu'au bout. J'écrivais des nouvelles, mais c'est vrai que en tant que lectrice, je suis pas une grande fanat de nouvelles. Je reste toujours sur ma faim. Donc c'était quand même pas ça que je pense je souhaitais écrire. Enfin, en tout cas à ce moment-là. Et effectivement, arrivé à Montpellier, je pense que j'ai commencé à écrire en 2012-2013 et finalement ce roman, enfin j'imagine comme tous les romans, il est né d'une phrase, puis de deux, puis d'un paragraphe et il s'est étoffé, densifié jusqu'à. Il m'a fallu, je pense, à peu près 3-4 mois avant de comprendre que j'irais jusqu'au bout de la démarche. Ça a été très très long. Et donc, une fois que tu as fini ton roman, on parlera du processus créatif plus tard. Il faut vraiment que je bouge parce que manifestement, Je t'entends pas. non. Tu m'entends là? Oui, c'est mieux, ouais. Alors, et là, Oui. Ah, c'est terrible hein, parce que le son est vraiment. Je vais essayer de bouger. Oui, vas-y. Et là, j'entends. Oui, vas-y. donc je disais que en fait, à la fin de ton roman, quand tu as fini de l'écrire en 2019, tu l'as envoyé à plusieurs maisons d'édition et on parlera du processus créatif plus tard. Mais effectivement, quand tu l'as envoyé à plusieurs maisons d'édition, il n'y a pas eu de retour. Et là, tu as décidé de prendre les choses. Je l'ai envoyé quand même en plusieurs salves. Ce qu'il faut quand même préciser, et c'est un choix que j'avais fait, c'est-à-dire que de 2013 à 2019, j'ai écrit le livre sans avoir recours à aucune technique littéraire. Alors c'était un choix parce que travailler à côté, j'avais beaucoup de cadres, beaucoup de contraintes et je ne voulais pas de contraintes dans cette partie-là de ma vie, on va dire. Et effectivement, en 2019, j'ai quand même eu un entretien dans une maison d'édition parisienne et j'ai quand même compris que il fallait quand même que je retaille un petit peu mon livre. Donc je l'ai réécrit, on va dire, pas le fond de l'histoire, etc. Mais ça a duré 9 mois où vraiment en prenant, j'ai fait appel à un conseiller littéraire. Après, j'ai écouté des gens, des masterclass sur de la technique pour le retailler, etc. Et il a été quand même amputé d'un tiers de ce qu'il était au début, mais tout en gardant
Effectivement, donc là, j'ai eu une première salve de maison d'édition. Après, je pense que j'ai eu une deuxième salve où j'ai franchi une fois, je pense, un premier comité de lecture. Et on va dire que germé que de toute façon, je voulais le publier. Donc, mais voilà, quand on voit arriver des refus, etc., ça a commencé à germer dans ma tête de trouver une autre solution. Et la solution pour toi, ça a été de créer le Héron Bleu édition. Petit à petit, j'ai regardé un petit peu les étapes, pour quand on s'y prend soi-même pour éditer son propre roman. J'ai commencé à avoir une visibilité. Et ce qui a aussi déclenché, et je le dis pas seulement parce qu'elle est là, c'est que c'est vrai que quand j'ai travaillé, j'ai soumis le roman là, avec Fabienne, qui est l'illustratrice de la couverture. C'est vrai qu'elle a fait exactement en très peu de temps moi ce que j'avais en tête. Donc je me suis dit, maintenant que tu as la couverture, tu as le fond, le reste, c'est de la découverte, c'est des métiers que je connais pas, etc. Mais je savais que je pourrais y arriver puis que je ne pouvais pas lâcher. J'avais les deux ingrédients, le texte et la couverture, parce que la couverture est quand même très importante. Un lecteur, c'est ce qu'il va voir en premier avant de voir le texte. Ouais. Et je pense qu'elle est importante aussi, parce qu'elle traduit vraiment ce que moi j'avais envie qu'il ressorte. Voilà. Du livre et de l'histoire. Et alors, dans ce roman, j'essaye de bouger pour essayer de trouver une. Pour moi, c'est bon. Là, je t'entends correctement. Voilà, c'est parce que moi, j'entends quand il y a l'écho. Alors, donc, dans ce roman, il est question de. Alors, je sens que ça résonne encore. Je vais essayer de rebouger. Je suis navrée. Une catastrophe aujourd'hui, là. Allô? Oui, c'est bon. Oui, je suis là. Alors, il est question d'une famille d'intellectuels roumains. Une famille d'intellectuels roumains qui finalement fut le régime dictatorial de Ceausescu. Oui. Et c'est vraiment l'histoire d'Ileana. C'est l'histoire de leur fille, Ileana. Parce que derrière, on voit les parents. Qui vit cette évasion, entre guillemets, enfin, c'est une évasion, en fait, du pays. Voilà. Et en fait, qui va se retrouver au fil des années, donc qui est très attaché à sa grand-mère et qui, alors, je raconte pas tout, mais l'idée c'est que ils se reconstruisent en France et qu'à un moment donné, au décès de sa grand-mère, déjà, elle va reprendre une première salve, un peu une grosse claque dans la figure par rapport à ce déracinement qu'a vécu sa grand-mère et puis toute sa double culture entre la Roumanie et la France et au décès, quand elle va accoucher, puisqu'en fait il est question aussi de la femme, d'un destin de femme et du métier de sage-femme aussi. Parce que où elle est sage-femme effectivement, et c'est comme beaucoup, je pense à la trentaine quand elle a ses deux enfants, là son premier enfant puis on va dire le deuxième, que déclenche vraiment ce qui est vraiment une quête d'identité. Alors elle, il se trouve qu'elle a vécu l'exil en plus, mais la quête d'identité, je pense qu'on la connaît presque chacun d'entre nous. Mais effectivement, ça ressurgit, c'est par vague, ça arrive par vague, et puis à un moment donné, c'est le tsunami. Donc, que faire? Ouais. Que faire? Et la question qui se pose, on parle vraiment de déracinement, de l'impact que ça a sur les familles, d'identité culturelle, et on est vraiment dans le transgénérationnel et de ce qui se transmet de génération en génération, y compris inconsciemment. Tout à fait. Donc, il y avait plusieurs choses. C'est que, effectivement, les dictatures là, c'est la dictature de Roumanie, mais c'est les dictatures des pays de l'Est. On va dire que moi, je les avais appris à l'école, comme tout le monde. Mais moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'est de voir ce que la grande histoire fait dans la petite, c'est-à-dire chez les gens, chez toi, chez moi. Ok, il y a la file d'attente, on mange pas assez, etc. Mais c'est au-delà de ça, et surtout, et là on touche au transgénérationnel, l'impact que ça produit des années plus tard, parce qu'effectivement, quand Ceausescu est mort, quand les démocraties, la démocratie roumaine et d'autres ont été proclamées, mais ce sont des événements historiques qui produisent des effets, mais entre guillemets, j'ai envie de dire que c'est pas suffisant. Il y a des choses qui se sont enracinées dans les familles. La dictature en Roumanie, elle a commencé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc elle a duré en gros 50 ans. Et je veux dire, les parents d'Ileana, ils sont arrivés en France.
dans ce pays, on va dire, on est les pays des droits de l'homme, pays des Lumières, etc. Ils ont adopté tous les standards, ils se sont intégrés, ils ne voulaient plus entendre parler de la dictature, mais Il y a eu un finalement… reflet de la culture roumaine, en tout cas. Enfin, c'était un petit peu compliqué avec la grand-mère qui, elle, finalement, faisait un peu de résistance, mais et qui a transmis. La grand-mère, alors tu sais, tout à l'heure, je t'ai parlé de la première phrase du roman, mais c'est pas note parce que moi, quand j'ai conçu ce roman, on en parlera peut-être après, moi, j'avais pas un plan précis, mais la première chose qui est venue, c'était la relation de cette petite avec sa grand-mère, qui est vraiment la grand-mère nourricière, la grand-mère qui câline, qui cajole, etc. Donc, elle se construit par rapport à ça. Ses parents vont lui apporter la relation au travail, l'intégration qui sont très importantes. Mais elle, ses fondations, c'est cette grand-mère et c'est c'est la Roumanie, c'est les traditions de la Roumanie que les parents ont renié parce qu'ils étaient en dictature. Quand on est en dictature, qu'on a faim, qu'on a peur, je veux dire, on pense plus à la Pâque orthodoxe ou à je ne sais quoi. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, évidemment. Mais elle, la grand-mère, elle va vraiment la faire grandir dans ses traditions. J'appelle ça la Roumanie éternelle, c'est-à-dire qu'au-delà de la dictature, ils n'ont pas pu tout leur prendre non plus. Il y avait quand même une culture millénaire roumaine ou dans d'autres pays. Heureusement, la dictature n'a pas pu tout leur enlever, quoi. Et alors, moi, j'ai eu des questions en amont de ce live où des personnes m'ont posé la question parce que quand on lit le livre, effectivement, à un moment donné, on se pose la question, mais est-ce qu'Anne-Sophie a des racines roumaines? Ben, je sais, tout le monde me pose la question, mais non, j'ai absolument aucune racine roumaine. Je suis 100% corrézienne, comme tu l'as dit. J'ai fait beaucoup de recherches généalogiques et tous mes ancêtres sont originaires de Roumanie. Après, j'écris, et je continuerai à écrire longtemps comme ça, j'espère, sur des sujets qui m'appellent vraiment. J'ai été appelée par la Roumanie, mais comme je le disais, c'était vraiment Pourquoi la Roumanie d'ailleurs? Alors, je pense que, en quelque part, j'avais envie de parler de la dictature. Après, j'aime beaucoup, je pense que ça, pour ceux qui ont lu ou qui liront le roman, les traditions roumaines, on va dire séculaires, multiséculaires, là, tout ce qui est lié à la Pâque roumaine, les œufs, les traditions, qui se perpétuent à la campagne, la cuisine, etc. C'est quelque chose qui m'a… Oui, parce qu'on parle du… Je veux dire, peut-être que certains qui me connaissent trouveront d'autres explications, mais finalement, j'ai pas tellement envie de chercher. J'ai écrit parce que ça me portait vraiment, ce sujet-là. Après, le sujet de l'exil, je dirais que c'est un sujet qui me passionne et qui m'interpelle depuis des années. Le choix de vivre à Montpellier, dans une ville qui est très cosmopolite, où beaucoup de gens exilés vivent, je trouve ça d'une richesse incroyable. Alors, c'est une douleur incroyable aussi pour les gens qui le vivent. Donc ça, c'est un petit peu mêlé, on va dire. C'est entre des sujets qui me portaient, qui m'intéressaient, et d'autres choses qui me sont tombées dessus. La Roumanie, c'est venu, c'est comme ça. Donc, ce qui m'a forcé à faire effectivement beaucoup, beaucoup de recherches. Oui, parce que je me souviens, on en a eu parlé, le gros travail de recherche documentaire par Internet, Google Maps, et sur les lieux qui sont décrits dans le livre. Et recherche historique également, notamment sur l'ouverture. Recherche historique. Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup écrire avec les merveilles de la technologie sur Google Maps. Donc, effectivement, quand mon héroïne, je le dis, c'est pas un secret, elle va aller en Roumanie, sur la terre de ses ancêtres, oui, elle retourne. Et dans la Roumanie du Sud, en Oltenie. Et effectivement, j'y suis allée avec elle. Et c'est extraordinaire. Avec Google Maps, vous trouvez vraiment l'endroit où vous voulez aller. Voilà. Au-delà des recherches, documentaires, etc. Et donc. Fabienne parle de Brancusi, alors je ne sais pas si tu vas en parler dessus ou pas. Ah oui, alors Brancusi, justement, c'est l'objet. Alors, si je me déplace, j'espère que ça ne va pas faire de l'arsène. Alors, attention, je me déplace. Je suis navrée pour ce live très mouvementé. J'espère. Ah ben voilà, tu l'as. Parfait. Et voilà. Donc, une superbe couverture. Donc, il se trouve que Constantin Brancusi est un sculpteur d'origine roumaine qui a vécu en France. Et il se trouve qu'il est originaire du sud de la Roumanie. C'est un sculpteur que j'adore. La sculpture que Fabienne a reproduite là, c'est Mademoiselle Pogani. Et la colonne qui est vraiment…
c'est la signature de Brancusi. Donc, ce sculpteur, donc il faut savoir qu'il est parti à pied de Roumanie en 1912 pour rejoindre la France, parce que bon, pour lui, c'était la patrie où il allait pouvoir s'exprimer avec son art. Donc, il a mis 3 mois pour rejoindre la France. Et c'est un sculpteur, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui a été exposé de son vivant à Paris, à New York. Donc, c'est un sculpteur vraiment à la renommée internationale. Et il a légué son atelier à l'État français. Donc, son atelier est en face du centre Pompidou, en visite gratuite. Donc, pareil, je ne sais pas l'expliquer, mais je suis absolument admirative, enfin vraiment amoureuse de ces œuvres-là. Et j'ai mêlé l'histoire de Brancusi à l'histoire des ancêtres de mon héroïne, Ileana. Donc, il faut savoir donc, que cette colonne, quand vous allez visiter son atelier à Pompidou, il y en a des petites, des moyennes, des grandes. Son rêve, c'était de faire une colonne qui monte jusqu'au ciel. Et à Targu-Jiu, où mon héroïne va aller, il y a la colonne sans fin qui fait 29 mètres de haut. Donc, je raconte, on va dire, je mêle cette histoire qui est une histoire vraiment réelle, donc de la construction de cette colonne et d'un certain nombre d'un jardin des héros, etc. Donc, c'était en fait un monument qui était fait par rapport pour commémorer la Première Guerre mondiale. Et il a vu, on va dire, il y a des ingénieurs, des ouvriers qui ont travaillé donc de 1935 à 1938 à la construction quand même de cette colonne qui fait 29 mètres. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même au-delà il y a la démarche artistique et il y avait vraiment la démarche technique. Donc, j'ai mêlé ces 2 histoires et c'est vrai que voilà, j'aime beaucoup cette statue. Ça faisait partie, moi je l'avais vue dans un musée, ça fait partie des choses, quand j'écrivais le roman, ça faisait partie des photos qui m'accompagnait, on va dire, pendant l'écriture. Et elle est très lumineuse. Et ce roman, moi, je considère quand même que c'est sa quête d'identité, c'est une quête de lumière. Donc, et un petit peu en fond. Donc, c'est vrai que j'avais demandé à Fabienne de travailler sur cette sculpture, sur la colonne. Et je trouve que le travail est remarquable. Il est formidable, hein. Ouais. Elle est magnifique. Il est vraiment, je l'avais dans ma tête sans vraiment un petit peu fou, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux, quoi. Et pour maintenant dans des salons, etc. Les gens en général apprécient beaucoup ce travail-là. Bravo. Bravo. Et c'est vrai que, pour avoir travaillé aussi avec Fabienne, elle a vraiment cette sensibilité de comprendre au-delà de la demande, elle s'imprègne de l'histoire et en fait, elle arrive à retranscrire à travers la couverture. Exactement ça, c'était retranscrire une ambiance et voilà, moi je considère que c'est, en tout cas moi c'est ce dont j'avais vraiment envie, voilà. Alors après, j'ai d'autres questions qui viennent. C'est comment s'est passée l'écriture de ce roman en termes de temps, de rituel? Ah ben alors du coup, le temps, il aura été très long. Peut-être que pour le deuxième, je mettrai moins de temps, mais au début aussi, j'ai fini par, j'allais dire, je ne suis pas du tout sportive, mais je sais qu'au début, quand on court 1 minute, puis à la fin, on court 1 heure. Donc moi, par rapport à l'écriture, c'était un petit peu ça. Et après, pour m'organiser, effectivement, l'écriture, c'est une passion, c'est un plaisir. Mais il a quand même fallu se structurer si on veut que ça avance. Donc, c'est vrai qu'au niveau du travail, donc je ne travaille pas le vendredi et j'écrivais le vendredi et le samedi. Au-delà d'un rituel, il y avait quand même une certaine discipline. C'est-à-dire que même les jours où tu n'as pas envie d'écrire, où tu sens que tu n'as pas l'inspiration ou je ne sais quoi, à un moment donné, il faut s'asseoir à la table, quoi. S'asseoir à la table et dire, je me donne pour objectif d'écrire. Moi, c'était soit 1 heure ou 2 heures, ça dépendait à quel moment j'en étais, ou au moins en termes de mots, et en se disant, je verrai demain, parce qu'effectivement, il y a des jours où on pense que ce qu'on a fait, c'est pas bien, le lendemain, finalement, le jugement est autre, voilà. Ouais. À un moment donné, je pense que je l'ai vu plus tard sur des masterclass. Après, j'avais discuté avec des gens donc, qui suivaient des créateurs, parce que c'est pas forcément que l'écrivain. Non, c'est pas que l'écrivain. Le peintre, le sculpteur, etc. C'est de dire, moi j'avais été marquée par quelqu'un qui m'avait dit, c'est le jour où tu n'as pas envie d'écrire, justement, qu'il faut écrire. Après, tu n'en feras peut-être rien, peut-être tu vas le jeter, etc. Mais
tu alimentes à un moment donné, je me fixais 500 mots, etc. Et donc, du coup, après, oui, alors après, il ne faut pas que ça devienne les travaux forcés, hein, mais trouver une limite entre l'inspiration, etc. Enfin, elle tombe du ciel, oui et non, je dirais. Et quand même un côté discipline. Et moi, j'ai quand même beaucoup entendu aussi, comme je te dis, sur des artistes peintres, etc. Enfin, il y a un moment donné, moi, c'était le vendredi à 9h, là, 9h matin, j'étais devant l'ordinateur. Fabienne dit, c'est un honneur car le roman m'a beaucoup inspiré par son aspect poignant et émouvant. C'est vrai que c'est un livre qui est fort et parce qu'en fait, il est en perspective sur la grande histoire, la petite histoire et l'histoire du passé. En fait, ça tout s'imbrique en fait, l'air de rien. Et alors enfin toi, tu t'es pas organisé en termes de plan, t'as pas fait de plan au début. Tu savais à peu près, tu as évolué en même temps que tes personnages ou tu savais où tu voulais aller? Oui, je savais exactement où je voulais aller. Par contre, je savais où je voulais aller. Après, par quels moyens pas forcément. Après, il y a des choses qui venaient. Voilà, mais si quand même je savais où je voulais aller. Par contre, non, enfin, je sais qu'après, il n'y a pas de. Je pense qu'il n'y a pas forcément d'école, mais par contre, non, il n'y a pas eu de plan. Et pour mon deuxième roman, qui est quand même pas mal avancé aussi, il n'y a pas de plan non plus. En tout cas, pour l'instant, je fonctionne comme ça. Mais je sais par contre où je veux aller. Et je sais quels sont les tempéraments de mes personnages, les relations qu'ils ont avec, enfin, qu'ils ont entre eux, etc. quoi. Et en termes de rituels d'écriture, est-ce que tu avais des rituels d'écriture, type écrire en musique? Alors, le top pour moi, c'est vraiment d'être dans le plus grand silence, c'est-à-dire que la maison soit vide, ce qui n'est pas forcément évident. Donc ça se passe comment quand c'est ça? Tu mets tout le monde dehors? Ben, je peux dire merci quand même à mon mari parce que c'est vrai que le samedi, il amenait les enfants à leur activité sportive ou il les occupait, donc ce qui permettait de libérer la maison. C'est quand même une réalité. Et le vendredi, c'était un jour voilà, calme. Après, comme tout le monde, on a été confinés et ça m'a forcé à aller à écrire différemment parce que bon, je ne voulais pas m'arrêter d'écrire, donc c'était intéressant aussi de tester ça. Et sinon, les rituels, mais c'est des rituels, ils ne sont pas que des rituels d'écriture. Tu vois, comme ce soir, j'ai une petite bougie et ma tasse de thé. Voilà. Bon, Oui, moi, j'ai la tasse de thé, mais du coup, je suis loin. Toi, je ne sais pas. De toute façon, je ne te vois même pas. Parce que, oui. Donc, se forcer à écrire, justement, je voulais te poser la question, mais donc tu viens d'y répondre. Je dirais discipline quand même parce que si la personne ne veut absolument pas écrire, mais je dis quand même discipline. C'est la petite nuance. J'aime bien Jérôme 34, je fais ça pour la bonne cause. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, je reconnais. Hein. Oui, mais alors ça fait quoi? Parce que c'est quand même hyper important et c'est bien d'en parler. Le soutien du conjoint dans le processus créatif, il a quand même son importance. Il faut en parler. Ah oui, je dirais. Ah oui, parce que comme je te dis, là où je peux le mieux écrire, c'est quand j'ai des périodes. Il faut que j'ai 2 heures devant moi où il n'y a personne. Et c'est vrai que bon, maintenant nos enfants ont grandi, mais à l'époque c'est très important. Et puis c'est vrai que je pense que bon, je sais pas si je suis la seule ou pas, mais la gestation du roman a pris beaucoup de temps, ce qui est pas du tout le hasard. Et le fait de se sentir soutenu et encouragé, c'est hyper important. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est concret parce qu'en ayant créé la maison d'édition, vous vous en doutez, je ne vis pas de mes droits d'auteur. Donc, je travaille à côté. Donc, pour pouvoir le métier d'édition, moi, je fais ce que je peux, mais je veux dire, en ayant un site internet de vente en ligne, des dédicaces, etc., il faut du vrai soutien, quoi. Donc merci. Je souffre encore et ce n'est pas fini parce que je ne vais pas m'arrêter. Mais non, c'est pas de la souffrance, c'est du partage. Voilà, c'est du partage. Est-ce qu'il y a des auteurs qui, bon, comme tu es une grande lectrice, j'imagine que tu dois avoir tas d'auteurs qui t'ont inspiré. Et concernant ce livre-là, faut que tu rebouges. Faut que je rebouge. Là, c'est bon? Non. Ouais. Oui, là, c'est bon. Là, c'est bon. Alors, concernant ce livre-là, je sais que tu es une grande lectrice. Et est-ce que pour ce livre-là, il y a des auteurs qui t'ont inspiré, des auteurs mentors? Alors, inspiré, je te dirais non.
Après, pour moi, la grande auteure américaine, c'est Joyce Carol Oates. Pour moi, enfin, j'allais dire, elle est en haut du podium. J'avais commencé par lire sa biographie romancée de Marilyn Monroe, qui s'appelle Blonde. Après, j'aime bien les auteurs américains et ces dernières années, bon, il y a Nancy Houston aussi que j'aime beaucoup, donc il y a la double culture, elle est canadienne, anglophone, et maintenant elle vit en France, donc c'est quelqu'un qui d'ailleurs écrit ses livres, elle n'a pas de traducteur, elle écrit son livre en français, son livre en anglais. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, elle vit à Paris, enfin maintenant elle vit en Suisse, je crois. Et dernièrement, j'ai découvert Jim Harrison, donc, qui est aussi un grand auteur américain que j'aime beaucoup. Alors, pourtant, il a un petit côté macho, mais je trouve vraiment. Je sais pas, enfin voilà, c'est son roman vraiment d'Alva m'a beaucoup, beaucoup marqué ces 2 dernières années. C'est très rare que je relise 2 fois d'affilée, sachant que c'est des pavés de 600 pages. J'ai été très marquée par ce roman et qui traite aussi. Bon, c'est ce que j'aime, enfin, c'est ce que j'ai écrit aussi, c'est des sagas familiales où on décode un peu les relations entre les gens, il y a des secrets de famille, etc. Et dans Dalva, et ce qu'abordent certains auteurs américains, il est quand même question de la question amérindienne, de ce peuple autochtone qui a été décimé par les colons, mais dont la culture existe encore. Et bon, Dalva a 1/8 de sang Sioux, et pour moi, c'est l'héros. Enfin, je sais pas, à Dalva, c'est comme si c'était l'héroïne. Enfin, je suis assez éprise de liberté. Hein. Quelque part, la quête de mon héroïne, c'est une quête de liberté. Dalva, pour moi, voilà, c'était la liberté, une espèce de forme de liberté. Je sais pas. Mais ouais, j'ai été très marquée par ce roman ces 2 dernières années. Ouais. Là, dans ton livre, décidément, ça ne veut pas. Ça va, je t'entends. Voilà, dans ton livre, donc là, c'est ce que tu veux transmettre. Il y a ce que peut-être, est-ce que au départ c'était conscient ce que tu voulais transmettre, mais dans tout cas, dans ton prochain livre, ça se passe aux Zanzibar. On va pas en dire plus, mais en tout cas, il y a une volonté, il y a un destin de femme quand même, avec toujours cette notion de liberté. Oui, c'est ce que après. Maintenant, c'est ce que je commence à me dire parce qu'effectivement, sur prochain, enfin, je pense que le fil conducteur au moins de ces 2 livres et ça va aussi. Je t'ai quand même parlé de Dalva en te parlant de cette héroïne éprise de liberté. Oui, il y a une quête d'identité, mais qui va une quête de liberté, quoi, de s'affranchir un petit peu de tous les carcans qu'on a tous, hein, qui sont normaux. On est élevé dans des familles, dans des cultures, mais trouver sa liberté, et la mienne étant dans l'écriture, je dirais. Ton lecteur idéal? Difficile, ça. Après, je le transposerai sur moi, c'est-à-dire que je lis énormément, mais ce que j'aime, c'est le livre qui me bouscule, auquel je pense quand je m'endors, dont je me souviens quelques années plus tard, mais sans que ce soit. En général, j'oublie l'histoire, mais tu vois, il y a une espèce de parfum, de dire. Pour moi, la lecture, elle est souvent reliée à une période de ma vie. Je me dis à tel moment, j'étais à tel endroit, c'était telle période de ma vie, etc. Donc, j'espère, voilà, que. Enfin, il n'y a pas de lecteur idéal, mais je dirais oui, j'espère pouvoir. En fait, le truc, c'est de se dire pour qui on écrit, en fait. En quelque part, moi, j'ai quand même écrit le livre que j'avais envie de lire. C'est un peu. C'est pas. Je pensais pas forcément. Enfin, je pense aussi parce que c'est le premier que j'écrivais. Je pensais pas forcément au lecteur. J'y ai plus pensé quand même, comme je te disais, quand j'ai accepté de passer par de la technique, parce que finalement, le lecteur, il a quand même besoin que ce soit rythmé, qu'il y ait un petit peu de suspense. Alors, c'est pas un policier, attention, mais donc j'y ai plus pensé. Je pense que j'y penserai plus maintenant, mais c'était moins présent. Une tension dans le texte, en fait, pour donner envie au lecteur d'aller plus loin. Oui, parce que lui, il n'est pas dans ma tête. Et c'est vrai que je pense que comme il y a des messages que j'avais envie de faire passer, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de répétitions, d'où cette amputation d'un tiers qui était quand même, qui dénaturait pas le message, mais qui permet, en étant plus condensé, il est plus fort, entre guillemets. Et vers la fin du livre, ça se passe comment quand tu es sur la fin? Ah, c'est mince, quand je parle, c'est terrible.
Là, c'est bon? Quand on est sur la fin du livre, puisqu'on parle de sage-femme, est-ce qu'on a l'impression d'être sur les dernières contractions et de se dire, bon là maintenant, il faut que j'accouche du projet? Ça a été, ouais, c'est dur, puis on vit, enfin voilà, moi je vivais avec mon héroïne pendant 6 ans, quoi. Donc tu vis vraiment, tu vivras avec elle, c'est aussi de la quitter, tu vois. Je trouvais que c'était, Est-ce ouais, qu'il y a un baby blues? peut-être, je sais pas, peut-être. Ouais. Oui, 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 il y a eu, c'était très étrange quand même comme période parce que tu es structuré, comme je te dis, mes semaines, j'écrivais le vendredi et le samedi. Entre-temps, tu fais tes recherches, tu es toujours emmené par le roman, par ton héroïne, par tes personnages. Et là, ouais, c'est un peu le vide, quoi. Enfin, Ça se passe comment, en fait, la transition? à la transition, au final, je vais te le dire, j'ai entamé direct mon deuxième roman, en fait. Parce voilà. que j'ai vraiment, sur lequel je ne travaille plus depuis 18 mois à peu près, et ce qui est d'ailleurs salutaire. Mais je pense que j'ai compensé en me mettant directement sur un nouveau projet parce que pour pas éprouver ce vide abyssal, on va dire. Après, de trouver l'équilibre entre la promotion du livre et l'écriture du nouveau livre, ça se passe comment? Ouais, ça se passe en tout cas, pour moi, au moins en ce moment, je ne peux pas faire les deux. Donc j'ai arrêté d'écrire parce qu'au-delà de la discipline, c'est vrai que je sentais que c'était le moment d'arrêter. Et c'est là aussi où j'ai fait toutes les démarches pour pour faire sortir ce livre. Et bon, mais tu le sais, toi, Pascal, mais Oui, oui. au-delà qu'il sorte, c'est pas juste l'imprimeur, j'ai étudié le statut juridique, fiscal, comptable, qui soit aussi compatible avec le statut de la fonction publique dont je fais partie. Donc, j'ai regardé beaucoup d'aspects et j'ai voulu aussi poser des bases, c'est-à-dire que aujourd'hui, je sais que je veux écrire et continuer à être publié. Donc, en me disant, ce que je fais pour ce roman aussi, ça vaudra pour le deuxième. Comme tu le disais, j'ai écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup de poésie qui sont dans des tas, dans des cahiers, dans des bouts d'ordinateur. Donc, pourquoi pas sortir un recueil de poèmes. Donc, c'est vrai que c'est une énergie qui est complètement différente. Et après, je ne nie pas que ce sont des vrais métiers. Donc, je les ai découverts comme je pouvais. Donc, j'ai découvert plein d'aspects et ça prend beaucoup de temps. Et à un moment donné, bon, là, globalement, au moment où je te parle, je me dis que je vais l'accompagner jusqu'au printemps, tu vois, jusque vers avril-mai. Et après, j'espère pouvoir retourner à l'écriture. Mais je te dirai plus tard que peut-être il y en a qui écrivent le vendredi, qui font la promotion le samedi. Pour l'instant, moi, c'est pas possible pour moi, mais Ouais. ça évolue peut-être. En termes de plus beaux souvenirs d'écriture à un moment donné, quand tu étais en mode écriture, est-ce que tu as un souvenir particulier sur parce que ça a duré quand même un moment, mais est-ce que tu as un moment où tu t'es dit bon là ça y est je tiens quelque chose, j'y suis, ou alors quelque chose de plus émouvant et de plus intime en termes d'émotion? Moi, vraiment, ce qui me vient, parce que j'en ai un petit peu parlé, c'était vraiment quand le vendredi, enfin voilà, quand je finissais ma semaine de travail le jeudi soir et que le vendredi matin, je fais bouillir l'eau de mon thé, que je mets la bougie et que je sais que je vais écrire, il y a vraiment enfin, et que je sais que j'écris un roman, voilà. J'écris pas quelques lignes, etc. Il y a vraiment le sentiment, ouais, de faire ce pourquoi je suis faite, quoi. Donc, je pense plutôt à la répétition, on va dire, de ces moments-là, quoi. Là, si je te donne une baguette magique, qu'est-ce que tu fais ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais? Je pense écrivain à plein temps, Voilà. mais je sais pas, mon mari est d'accord. Je pense pas. Bon, j'ai lancé un pavé dans la mare. S'il dit rien, c'est qu'il écoute pas, en fait. Bon, ça va alors. Et bon, il verra en replay. Donc là, aujourd'hui, tu as le statut d'auteur artiste. Comment s'est passé la fameuse bête noire des auteurs artistes, à savoir l'URSSAF du Limousin? Alors, moi, je dirais que c'est l'URSSAF du Limousin, les impôts. Là, j'ai reçu la cotisation foncière des entreprises à payer, pour laquelle on est censé être exonéré. Oui. Il n'y a pas que l'URSSAF. Enfin, je trouve que c'est toute une
toute une mécanique. Je veux dire, il faut savoir quand même que c'est un journal comptable précis, etc. Donc, jusqu'à présent, l'URSSAF, c'est pas le pire, mais il faut être très vigilant parce qu'effectivement, il y a vraiment, et j'ai vraiment ma déclaration fiscale l'année prochaine, je pense qu'il va être sympathique aussi. Ah, d'accord. Donc là, Donc, le plus prochain, parce que dans ma vie professionnelle classique, comme le savent certains, je gère ça toute la journée, des chiffres, des tableaux Excel, etc. Mais sur cette vie-là d'écrivain, c'est pas spécialement ce que j'avais envie. Mais le week-end prochain, j'ai un week-end URSSAF, impôts, super. qui m'enchante à l'avance. Je préfère, on sera mieux au salon à Beaucaire, n'est-ce pas? Je pense qu'on sera mieux au salon à Beaucaire, tout à fait. Mais bon, après, il faut en passer par là. Là où je suis étonnée, effectivement, pour les auteurs, en tant que jeune auteur, enfin, que tu aies déjà reçu une CFE, normalement, je crois que c'est 3 ans d'exonération. Mais A priori, je suis exonérée, mais là, j'ai reçu le papier vendredi comme si je devais la payer pour faire ma déclaration. Donc, je veux dire, j'ai travaillé, j'étais quand même, pour la petite histoire, responsable fiscalité pendant 12 ans. Donc, je vais essayer d'avoir quelques souvenirs de ma vie passée de Bordeaux. d'accord. Si tu devais inviter un auteur à ta table, qu'est-ce que tu lui ferais à manger? Parce que qui d'abord? Bah, je veux quand même parler d'elle parce que bon, maintenant elle est plus là, mais c'est André Chédid qui est une grande poétesse, écrivaine, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui, alors je sais pas si c'est qu'elle est née, mais enfin elle a vécu au Liban, en Égypte, et elle a la double culture, je dirais, orientale et occidentale. C'est une culture que j'aime beaucoup. Et on connaît, bon, le grand public va connaître son fils, Mathieu Chédid, ou ses petits-enfants, son petit-fils le plus célèbre, M. Et ce que j'aime beaucoup, c'est parce qu'en fait, il y a cette transmission, parce qu'elle a son fils, ses petits-enfants, enfin, qui sont vraiment des artistes dans différents domaines. Donc, on connaît M, moi j'aime beaucoup Anna Chédid, Nash. Voilà, qui sont vraiment, et c'est vraiment les familles d'artistes. Et moi, j'aime beaucoup cette influence orientale, tout ce qui vient du monde arabe. Et le Liban, hein, qui est à feu et à sang, comme vous le savez, enfin, a vraiment avait cette culture-là, à la fois occidentale et orientale, arabe, etc. Donc, elle est décédée, André Chédid, mais on va dire, et ça sera dans le même ordre d'idée, j'inviterai Vénus Kourigata, donc, qui est également une poétesse, et qui a beaucoup écrit, qui est née au Liban, qui vit en France maintenant, qui écrit des recueils de poésie sublimes et qui est vraiment sur cette double culture orientale-occidentale. Tu lui ferais quoi, manger un borsch? Non, non, non. Je sais pas. On en parle dans le livre, hein. Pourtant, elle a l'air succulente, ce cuisine. Non, je lui ferais bien un plat vraiment d'ici, peut-être une bonne ratatouille avec tout ce qui est à base d'olive, qui est vraiment, pour moi, lié à la Méditerranée. Ah, alors là, on parlera ratatouille en off sur la façon dont tu l'as fait. Voilà, chacun le sait. Le doux murmure des Carpates, donc j'aimerais qu'on puisse parler de où on peut le trouver. Oui. Alors, le doux murmure des Carpates, j'ai vraiment créé mon site de vente en ligne, donc sur le héronbleu-édition.com. Donc, on fait de l'envoi en France et du quick and collect sur, on va dire, sur Montpellier Métropole. J'habite à Villeneuve-les-Yvelines, donc on le trouve à un endroit qui s'appelle Le Local. Et quand on peut me suivre via les réseaux sociaux, je fais un certain nombre de salons, de dédicaces. Et le but, c'est de démarcher, voilà, dans certaines librairies où je suis passée en dédicace, mais on va dire c'est trop anecdotique pour que j'en parle ici. Essentiellement, je dirais le site de vente en ligne, où le service expédition est très, très réactif. Tu es également répertorié sur le site Electre. Oui, tout à fait. Donc, tu fais bien de le dire. Je suis commandable dans toutes les librairies en France. Toutes les librairies, donc je me suis référencée à la fois sur le Didicom et sur Electre, comme font toutes les maisons d'édition. Donc, n'importe quelle librairie en France aujourd'hui, parce qu'ils ont des outils spécifiques, c'est-à-dire qu'une librairie ne commandera pas sur le site d'Anne-Sophie Lacombe, enfin du Héronbleu Édition. Par contre, elles ont des flux professionnels, comme tu es en train d'en parler, qui s'appelle Electre et Didicom.
Donc, si vous avez envie de le commander chez votre libraire préféré, c'est techniquement possible. Tout à fait. Pour les dédicaces, quelle est ton actualité? Alors, le week-end prochain, donc le samedi, je vais à Beaucaire, donc au salon Lire en Lumière. Dimanche. Dimanche, oui. Merci, Pascal. Dimanche 17 décembre, donc ça sera le dernier rendez-vous de cette année. Le prochain, derrière, ça sera à Montferrier, le dernier dimanche de janvier. Donc, je vais pas dire de bêtises. Je pense que voilà, le 28 janvier 2024, voilà, je serai à Montferrier. Et après, on suivra l'actualité. J'ai la chance, voilà, c'est vrai que ça a ouvert beaucoup de portes, la sortie du livre. Et ce que j'aime beaucoup, je me suis rendu compte, c'est parler avec les jeunes. Donc, j'ai déjà fait une intervention en collège et je vais faire plusieurs interventions en collège en début d'année. C'est super. Donc, c'est pas forcément, voilà. J'aimerais pouvoir aussi intervenir en lycée. Alors, les collégiens, je pense que le livre n'est pas forcément accessible à des collégiens, mais c'est plus pour les encourager, enfin, à la fois au processus de lecture et d'écriture. Ce livre est pour moi complètement abordable pour des lycéens et voilà, j'espère pouvoir. Je vais aussi creuser cette piste-là en 2024. Quel gros salon tu aimerais pouvoir faire? J'attends la réponse bateau parce que je suis quand même née à Brive-la-Gaillarde, qui est quand même le lieu où se tient la foire du livre de Brive. Donc, même si c'est une petite ville dans le centre de la France, c'est le deuxième salon du livre en France après Paris. Donc, qui est assez connu de pas mal de gens. Donc, forcément, j'y traînais quand j'étais gamine. Donc, ça reste un rêve de gamine d'accéder à ce salon-là. Ce serait, c'est tout à fait envisageable. Pourquoi pas? Oui, ça allait complètement. Ça allait complètement. Tu as une maison d'édition, tu es artiste-auteur, c'est tout à fait. Rien n'est impossible. Donc l'année prochaine, moi, je vous invite à aller faire un tour à Brive-la-Gaillarde. Je suis sûre qu'il y aura Anne-Sophie. Voilà. Merci. Pourquoi pas? Oui. Voilà. Un site internet, le Héron Bleu Édition. Comment? Ouais, c'est le Héron Bleu édition avec un s.com. Et donc le livre mur des Carpates. Oui. Pour ceux qui veulent une dédicace. Alors, par contre, pour ceux qui veulent une dédicace, sur le site de vente en ligne, vous pouvez il y a un endroit, où on vous demande si vous souhaitez une dédicace et si c'est oui, vous mettez laquelle. Donc, ça sera avec plaisir et c'est prévu dans le processus de vente en ligne. Bon, et ben c'est vraiment super. Les délais de livraison à peu près? Alors, les délais de livraison, ils vont entre 3 et 7 jours. Donc, j'ai une boîte, j'ai un lien avec tous les relais colis, Chronopost, etc. Après, pas la puissance de frappe d'Amazon. Donc, les délais vont entre 3 et 7 jours de l'expéditeur, mais qui sont pour autant, comme je te dis, ça va être Mondial Relais. Donc, c'est-à-dire qu'il est important pour faire des cadeaux de Noël de vous connecter voilà. sur le Héron. Oui, soit sous le sapin de Noël, je sais qu'elle le sera déjà et ça me fait très plaisir. Mais oui, avec une dédicace avec grand plaisir. Bon. En tout cas, je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Je te remercie infiniment pour ce live, malgré les problèmes techniques, parce que là, vraiment, je pense que la prochaine fois, je ne le ferai pas à l'appartelier, le live, je le ferai chez moi, à ma maison. Et je pense que c'est le lieu qui fait ça, en fait. Ça fait 3 lives que je fais ici. Et j'ai vraiment un problème technique et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. C'est pas, faut que je teste. Je suis vraiment navrée. Pour autant, je suis vraiment ravie de t'avoir reçu et ce livre est un petit bijou, donc je vous invite à le lire parce que pour un premier roman, il a une puissance de frappe assez forte en termes de réflexion. Merci Pascal. Voilà. Donc, merci bravo. Pierre, toi, avec un petit cœur. Si tu peux me permettre, c'est que c'est vrai que j'avais prévu. Je voulais quand même dire merci à mon mari, mais tu lui as dédié une question, ce qui n'était pas prévu, donc parce que c'est vrai qu'il me soutient au-delà moralement, concrètement, parce qu'on a besoin quand même de concret.
Je voulais remercier, on en a parlé, Fabienne, pour le travail Ouais. qu'elle a fait sur la couverture. Et je voulais remercier, donc un certain nombre sont là, les amis, les collègues, etc. Parce que j'ai vraiment reçu beaucoup de soutien. Il y a beaucoup de portes qui se sont ouvertes, que ce soit des achats, ou comme, enfin, de livres évidemment, mais comme je te disais, de participer à des rencontres, de pouvoir aller rencontrer des collégiens, etc. Enfin, c'est vraiment C'est de une belle participer à aventure. ce salon, ça a été offert. Enfin, c'est un beau cadeau de la vie et c'est des soutiens importants. Voilà. Bon. En tout cas, moi, je suis pas du tout, je suis très confiante sur ton avenir d'écrivain. Merci Pascal. Et merci Bon, à tous d'avoir merci à écouté. tous de nous avoir suivis. Entendu, sinon, c'est terrible. Hein? J'espère qu'ils nous ont entendus quand même. Merci. Ben, Voilà, je pense que c'est plus moi le problème que toi, mais voilà. Donc, merci à tous de nous avoir suivis malgré ce son absolument exécrable. Et donc, autant te dire que c'est quand même signe d'un intérêt pour le roman et pour toi. Merci à tous. Merci, merci. Merci Nathalie. Merci Nathalie d'avoir. Merci à tous. Merci aussi à Brigitte. Merci à tous. Merci, merci, merci.